Bonjour, bienvenue sur notre émission Parents de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager, leurs œuvres avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir. Alors, notre invité du jour s'appelle Monsieur Alban Désiré Afen. Il va donc nous parler de son livre « Et si Charles m'était conté ». Bonjour Monsieur Désiré Afen. Bonjour Madame Léa. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Parents de livres. Un plaisir toujours partagé. Alors, et si Charles m'était conté, Monsieur Afen, c'est un régal de vous lire. Un régal. Une fois qu'on monte dans votre vaisseau spatial, là, vous nous entraînez. Quand on atterrit, on se dit, oh là là, déjà, on veut tellement rester. Les histoires sont toujours bien imaginées. Et votre style, votre rhétorique, tout ça, vous nous entraînez là-dedans, mais c'est tout simplement fantastique. Alors, avant donc de parler de « Et si Charles m'était conté », Monsieur Afen, je vais vous demander de vous présenter brièvement aux auditeurs. Donc, je suis Alban Désiré Afen, je suis écrivain, romancier, poète, noveliste. J'ai publié mon premier roman en 2009, dont le titre est Soleur, chez La Femme. Depuis, j'ai publié 16 livres, dont une série policière qui compte 7 tomes, Homicide 241, 2 recueils de poésie et le reste des romans de société. Donc aujourd'hui, nous allons parler de « Et si Charles m'était conté » qui a été publié au mois de juillet 2021. Vous faites un petit résumé aux auditeurs pour qu'ils sachent un petit peu de quoi vous parlez dans « Et si Charles m'était conté ». Le roman se déroule au Nigeria en 2014. Nous sommes en pleine élection pour désigner le prochain gouverneur de l'État de Lagos. Olusegun Ibikunle Akintola se présente comme candidat et il se présente, il est parti, il est favori à la course à cette élection. Donc malheureusement 3 semaines avant que la campagne commence, avant le vote, Olusegun Ibikunle Akintola se suicide. Donc vous imaginez bien que tout le voteurs politique et les Nigériens sont complètement déboussolés, sont en émoi et les gens ils veulent comprendre, ils veulent savoir ce qui s'est passé pour ce candidat qui était favori. Donc ce décès va interpeller l'écrivain nigérian Ireciola Jalade, Morinik et Ireciola Jalade, et donc elle va décider de mener une enquête pour savoir connaître les dessous de cette histoire. Donc son investigation va la conduire à Abuja, la capitale du Nigeria, où elle va rencontrer Charles Itayo Obalara, qui est l'ami de longue date de l'ancien gouverneur suisse et suicidé. Les révélations que va lui faire ce dernier vont venir la bousculer son enquête, mais la bousculer également sur un plan personnel, lorsqu'elle va découvrir que la raison pour laquelle Charles, le futur gouverneur se suicide, est qu'il entretenait des rapports homosexuels. Donc cette information va la mettre en face de sa propre histoire et elle va être obligée, en parlant à Charles Itayo Obalara, de revisiter les couloirs de son passé et d'arriver à se rendre compte qu'elle n'avait pas fait le ménage sur certaines choses et qu'il lui faudra faire la paix avec elle-même. Exact. Écoutez, le roman, l'histoire est tellement bien ficelée. Les personnages choisis également. Des personnages complexes, complexes. Des personnages complexes, il faut dire. Oui. Dans leur histoire, dans leur philosophie de la vie également. Alors, on va commencer par Jalade, une femme indépendante qui élève seule son fils. Et puis, alors, elle rencontre Charles, 2 personnes totalement opposées. Parce que Jalade partage certaines idées et Charles, la sienne, ce dialogue qui s'instaure entre les deux, eh bien, effectivement, c'est un dialogue qui nous complètement nous apprend des choses, nous informe des choses, chacun maintient son point de vue. Alors, l'homosexualité au Nigeria, donc le président Jonathan Goodluck, vous l'écrivez dans le livre, en 2014, je crois, avait légiféré sur l'homosexualité.
en Oui, disant... c'est d'ailleurs cette loi qui est normalement parle de cette loi. Quand en 2014, Goodluck Jonathan vote à l'Assemblée une loi qui condamne l'homosexualité d'une peine qui va de 7 à 14 ans de prison, le juriste en moi est peut-être interpellé. Je me suis demandé si c'était une régression ou si c'était une avancée sur le plan juridique. Et donc, je me suis dit, j'ai fait quelques recherches, quelques investigations, et je me suis rendu compte que les Nigériens étaient particulièrement homophobes, et donc ce qui a mené justement à l'adoption de cette loi. Je me suis imaginé ce que pouvait être la vie des personnes homosexuelles au Nigeria, la vie de personnes qui doivent évoluer sur le plan de leur vie personnelle en pensant que demain je peux être arrêté. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'écrire ce roman. Oui, parce que la question, comme vous le dites, est-on vraiment homophobe en Afrique? En lisant ça, je me suis dit, qu'est-ce qui a poussé le président Jonathan à légiférer là-dessus? Parce que bon, on suppose que en Afrique, il y a toujours des homosexuels, on suppose, mais qui se cachent, qui ne s'exposent pas. Hein? On suppose. C'est ça? Je pense que c'est un ensemble de choses qui a poussé à cela. Il y a d'abord ce qui se passe en Occident, puisqu'aujourd'hui, on vit aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, le lobby homosexuel, le lobby gay est devenu une espèce de c'est une pieuvre incontrôlable qui fait un certain nombre de choses, qui fait imposer ses vues, sa façon de fonctionner sur le reste de la société. Et donc, je pense que quand les Africains regardent ce qui se passe en Occident, même dans les pays où il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de revendication particulière sur la question, les gens regardent d'un très mauvais œil ce qui est en train d'arriver et à raison et se disent qu'il faut qu'ils se protègent de cela. Et peut-être pour eux, sur le moment, la seule façon de se protéger, c'est donc d'adopter des lois, de sortir le phénomène du vide juridique dans lequel ils se trouvaient et de venir le mettre en loi pour pénaliser l'homosexualité. Alors qu'il était dans le vide juridique, on s'était mis au niveau, c'était là. Les gens géraient cette situation dans la société avec un minimum de tolérance. Mais de le porter à la pénalisation, ça vient avec ses conséquences. 14 ans de prison. 14 ans de prison, voilà, oui, c'est ça. Ah oui. Mais alors, en lisant quand même, je me suis dit, est-ce que ça ne crée pas une sorte d'hypocrisie, hein? Parce que quand même, quand on lit l'histoire du roman, il y a deux situations où les personnes qui sont homosexuelles sont mariées. Alors, je me dis, est-ce que justement la loi adoptée par le président Goodluck n'a pas pour conséquence ce genre de situation où que les autres, comme on dit, ne sortent pas du closet, hein? Donc ils font semblant, ils sont mariés alors que derrière ils mènent une double vie. Non, je pense que la loi n'a aucune incidence. Je crois que de toute façon, les homosexuels qui sont dans le closet n'ont pas attendu la loi pour épouser des femmes et se marier avec des femmes pour cacher la réalité de leur orientation sexuelle. C'est quelque chose qui s'est fait depuis que le monde est monde. Par contre, ce que la loi vient faire, c'est de priver de liberté et de le considérer comme un crime le fait d'aller pour un homme d'aller avec un autre homme et pour une femme d'aller avec une autre femme. Et ça, c'est la question qui m'interpelle. Sinon, pour le reste, ce n'est pas. Il n'y a même pas d'hypocrisie de la part de la loi, puisqu'elle est claire, son but est clair, c'est de venir punir les personnes qui ont cette orientation sexuelle. Mais pour le reste, je crois que les hommes ou les femmes, certainement beaucoup plus les hommes qui ont cette orientation sexuelle, se sont toujours mariés. Aux États-Unis, on appelle ça, on dit d'un homme qui épouse une femme pour avoir pour le social, on dit que c'est sa barbe. Oh là là. Alors, en lisant l'histoire, le roman, c'est quand même malheureux parce que finalement, les enfants là-dedans sont otages. Hein? Oui, et c'est toute la réflexion sur le sujet. Moi, ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre,
il n'était absolument pas question pour moi de faire la promotion de l'homosexualité, de dire que c'est bien et qu'il faut... Oui, c'est ce qui est bien d'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié effectivement, parce que vous posez les faits, vous ne vous positionnez pas, c'est à chacun effectivement d'analyser. Je ne suis pas là en train de dire, mon Dieu, il faut embrasser l'homosexualité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et que la fierté Dieu, non, c'est absolument pas ça. Je ne condamne pas aussi les pays africains qui adoptent des lois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque société se retrouve autour de certaines valeurs. Aujourd'hui, en Occident, la polygamie est interdite. Et il n'y a personne qui embête aux Occidentaux sur la question de la polygamie en disant qu'elle est discriminatoire et qu'elle viole les droits, les libertés individuelles des individus. Alors, je ne vois pas pourquoi les Européens vont venir si les Africains, les sociétés africaines ne se retrouvent pas autour de l'organisation sociale de la valeur qu'est l'homosexualité et qui décide de la pénaliser, ce qui est un autre sujet. Je ne vois pas pourquoi on va en discuter après. Je ne vois pas pourquoi on va tomber sur ces pays comme si vous-même vous n'avez rien à vous reprocher. Et puis, ce n'est pas un sujet prioritaire pour l'Afrique. Prioritaire, parce que franchement, l'Afrique a d'autres challenges. D'autres choses, l'Afrique a d'autres choix, d'autres défis à relever qui sont beaucoup plus importants que ça. Après, on peut discuter de cela, parce que comme je le dis, je crois que mettre quelqu'un privé, quelqu'un de liberté pendant 14 ans au seul motif qu'il a une orientation sexuelle différente, ça c'est un débat que nous, les Africains, nous pouvons avoir en interne, sans cette pression occidentale. Et nous, je crois que c'est là toute la question. Oui. Et puis, bon, je suppose qu'en Afrique, comme on dit, hein, un homme homosexuel, il faut bien le cacher et que les parents ne le sachent pas. Quand on sait tout l'espoir que les papas ou même les mamans mettent souvent sur leur fils, hein, il faut se marier. En Afrique, en Occident aussi, c'est la même chose. Les papas occidentaux, pères occidentaux ne sont pas moins abattus et lésés quand ils découvrent que leur fils homosexuel. Mais je l'explique dans le livre. Ce que fait le livre, c'est quoi finalement? J'ai écrit ce livre pour rendre la conversation que les gens n'arrivent pas à avoir en société possible. J'ai donné une voix à tout le monde. J'ai donné une voix, en fait, le livre est axé autour de la conversation de deux personnages, donc Irediola, la journaliste, et Charles Tayo Badara, qui est l'ami du vinculé à Kintola, et qui est aussi son ami. Et donc, et qui était marié, et donc la découverte de l'homosexualité du Bintoula vient à un impact également sur la vie de Charles, sur ses enfants, et c'est tous ces dommages collatéraux que je voulais exprimer. Donc que chacun se repense dans son rôle, que ce soit la société dans la façon dont elle gère les problèmes, que ce soit les personnes homosexuelles, beaucoup plus les hommes que les femmes, parce que ce sont souvent les hommes qui vont, à cause du statut de l'homme dans la société, c'est l'homme qui va beaucoup plus cacher son homosexualité que la femme, puisqu'il est considéré comme le leader de la société. Et les gens, de manière générale, autant on va tolérer l'homosexualité féminine, et d'ailleurs souvent les gens disent d'une femme lesbienne qu'elle n'a pas encore rencontré la bonne personne pour la faire passer à autre chose. Alors que dans les sociétés, ça c'est en Afrique comme ailleurs, quand un homme a traversé, on découvre qu'il a des relations avec un autre homme, on ne lui pardonne pas parce que c'est lui, c'est l'homme, c'est le leader de la société, et il n'y a pas de retour de réhabilitation possible. Oui. De toute façon, c'est considéré comme une hypocrisie, le fait que bon, on voit les personnages et tout, comme vous dites, tous les dommages collatéraux que ça implique. Je me suis dit, mais bon, dans le cas du conjoint de Jaladi, mais pourquoi se marier? C'est tellement... Mais ça fait réfléchir, parce que dans le cas de Jaladi, il dit qu'il aimait Jaladi, mais il entretenait des relations homosexuelles. De la même façon qu'un homme hétérosexuel va dire à sa femme qu'il aime, mais qui va entretenir des relations extramaritales. Là, ne pas confondre le problème de fidélité avec... là, on est dans le cadre de quelqu'un qui épouse une femme parce qu'il veut cacher son homosexualité, mais il y a aussi le cas de la personne parce qu'il y a des hommes qui sont bisexuels, ça veut dire qu'il a une attirance pour les deux sexes. Et bien évidemment, en plus, s'ils ont une attirance pour les deux sexes, c'est encore beaucoup plus facile pour eux d'épouser des femmes, parce que là, ils n'ont même pas à se forcer, puisque l'attirance est naturelle. Oui, c'est ça. C'est les bisexuels. Ah là là, c'est dur pour les parents. Hein.
dans le cas de Charles, fils de pasteur, en plus. C'était mais vraiment. Voilà. Mais Charles, c'est un Marvin Gaye. Marvin Gaye, C'est un Marvin Gaye, le chanteur. Hein? Charles, fils de pasteur. Oui, fils Parce de que pasteur. Marvin Gaye Et était un fils de j'ai pasteur décidé de également. le faire pour, pour manifester la rigueur de la religion par rapport à la question, pour bien souligner les stigmates que vit la communauté homosexuelle. Donc c'est pour ça que j'ai placé Charles dans ce schéma extrême, on va dire. Oui, et le schéma est vraiment extrême, très extrême. Fils de pasteur. Écoutez, je veux dire, on s'informe. On s'informe parce que la conversation que Charles et Jaladé ont, en fait, je répète, vous ne vous êtes pas positionné, au contraire, vous avez donné les deux côtés, le pour et le contre. Et Tout ça, à fait. voilà, ça nous permet effectivement de mieux comprendre le pour et le contre, chacun Je des deux le façons. fais par le canal de Charles et d'Iretiola, mais comme vous voyez dans le roman, il y a d'autres interactions, il y a d'autres intervenants qui sont des personnages secondaires. Mais là encore, c'est des comportements, c'est des dimensions de ce qui se passe dans la société qu'on peut également relever. Ça peut être comme de la naïveté, mais comme aussi de l'extrême violence. Ouais, exact. Écoutez, c'est un très beau récit, vraiment beau récit. À un moment, vous écrivez, d'ailleurs, je crois que c'est au début, les mains qui véritablement prient ne montrent pas du doigt. Elles ont conscience qu'elles ne sont pas propres. Ça, c'est une citation qui vous est propre, hein. C'est signé avant, désiré, afin. Oui, les mains qui véritablement prient ne montrent pas du doigt. Elles ont conscience qu'elles ne sont pas propres. Pour moi, il y a personne qui peut pointer du doigt l'autre en pensant qu'il n'a pas de péché. Donc, dès le moment où on se dit chrétien et qu'on se met à la prière, on ne peut pas prier. Il faut d'abord prier pour soi-même, pour ses propres péchés, parce que tout le monde n'a rien fait, avant de commencer à montrer l'autre du doigt. Donc, pour moi, les mains qui véritablement prient ne montrent pas du doigt. Elles n'ont pas ce temps-là, parce que elles ont conscience qu'elles ne sont pas propres. Il faut d'abord qu'elles se nettoient, qu'elles fassent le tour d'elles-mêmes avant de commencer à montrer les péchés d'autrui. Ah là là. C'est un plaisir de vous lire, vraiment un plaisir de vous lire. En ce qui concerne Jaladé, vraiment femme forte, beau personnage, très bien construit ce personnage. Et ce par quoi elle passe, oh là là, l'amour d'une mère. L'amour d'une mère, alors le passage, effectivement, m'a beaucoup secoué, si je peux dire. Il n'y a qu'une mère pour faire ça. Vous voyez, le passage où elle a son fils mourant et elle décide de l'accompagner. Hein? Les médecins lui disent le fils est mort et elle le dit il est mort, il sent le mort, mais elle se couche sur le lit, elle dit c'est pour l'accompagner. C'était fort comme passage, c'était fort. Je vous ai imaginé vous-même en tant qu'écrivain à écrire ce passage. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel état vous étiez, enfin je ne sais pas, à écrire un passage comme celui-là? L'écriture en elle-même, quel que soit ce qu'on écrit, nous met dans un état de transcendance. Donc, oui, j'étais en pleine. J'étais dans la peau d'Iretiola Jaladé. J'étais une mère, j'étais la mère de cet enfant. Je me suis approprié sa douleur. Et donc, je me suis dit, mais confronté à un problème comme ça, qu'est-ce qu'une maman peut faire? Et donc, j'ai imaginé cette scène, qui, je suis content de l'entendre. Poignante. Vous touchez. Et parce que c'est comme ça que j'ai vu la chose, je me suis dit, si jamais quelque chose arrivait comme ça dans la réalité, à mon avis, c'est comme ça que la mère de quelqu'un ferait accompagner son enfant. Donc, voilà, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile de l'écrire, ça n'a pas été difficile non plus. J'étais au cœur de mon imagination. La deuxième scène poignante, c'est Charles et son père. Sans dire la fin. C'est juste l'échange, le père qui a toujours été silencieux, pas de discussion avec le fils, et ils se pointent ce jour-là. L'échange qu'ils ont, les deux. Il vient, sans rien dire, il vient juste réciter comment tu appelles ça? Les citations. En réalité, il n'y a même pas d'échange, c'est un monologue. Vous avez ce monsieur
Vous avez ce monsieur qui est d'une extrême rigidité, qui est pasteur, qui vient d'une autre époque, qui a élevé ses enfants dans la crainte de Dieu, et qui apprend que son fils divorce de sa femme parce qu'il a une relation avec un homme, parce qu'il est homosexuel. Donc c'est quelque chose qui n'a même pas sa place dans son esprit, qui ne s'assoit pas une minute dans son esprit. Et quand il se rend chez son fils, il ne se rend pas en réalité, il n'est même pas une communication, c'est un monologue, parce que le père ne communique pas avec lui. Il lui récite des versets de la Bible, et son fils essaie de lui répondre en lui apportant, en lui parlant de lui, de son être, de ce qu'il est, de ce qu'il est. Le père est sur une autre planète, il est sur planète religion, planète vie. Et en fait, et comme ça a été le cas pour eux toute leur vie, et comme c'est certainement le cas pour beaucoup de personnes, pas seulement à cause de ce sujet, mais les gens ne communiquent pas. Les gens écoutent pour répondre, mais les gens ne communiquent pas. Et donc c'est ce qui se passe entre ce père et ce fils, où il y a une incompréhension énorme à cause de l'homosexualité de son fils. C'est fort. C'est un autre moment fort également. Quand il dit au fils, Lévitique 20, 13. Je vais le lire, mais sans commenter, plus. Si ceux qui nous regardent savent ce que c'est, ils comprendront la fin. J'ai également tiqué, c'était le dernier, il lui dit, Lévitique 20, 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Écoutez, j'ai flippé à ce moment, parce que tout commençait depuis le début, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme, la femme, c'est pourquoi l'homme quittera. Le fils l'écoutait, il ne pouvait pas en placer une. Et il conclut sur Lévitique 20, 13, j'ai flippé en disant, bon, les lecteurs découvriront la fin. Hein? Parce que c'était bien choisi, effectivement. Les versets que vous avez choisis là sont bien choisis. Ça se prêtait même bien à la scène d'ailleurs. Très bien. Voilà, Monsieur Afen, hein, vraiment, c'est toujours un plaisir de vous lire. La rhétorique y est. Je vais lire une de vos belles phrases des métaphores, comme d'habitude, à la page 122, une que j'ai bien aimée. Il retourna et essuya les larmes qui étaient nées dans ses yeux pendant son récit. C'est comme si elles avaient attendu la fin du récit pour ruisseler le long de ses joues. Elle leur laissa le droit d'exister, de se perdre sur son visage quelques instants. Belle métaphore. Mais si j'ai coché celle-là, il y en a plein. Comme ça, des métaphores dans le livre. Mais vraiment, une fois qu'on plonge là-dedans, c'est toujours un régal de vous lire, Monsieur Afen. Toujours un régal. Alors donc, des thèmes, il y en a tellement dans le livre, mais le thème principal, effectivement, c'était donc cette homosexualité ou en pays nigérian. Tout à fait. Ah, voilà. Tout à fait. Et puis, on a donc eu la discussion, vos deux protagonistes, le pour et le contre. Et le contre. Ben, ça nous apprend des choses, effectivement. Voilà, l'essentiel de ce roman, c'est effectivement le pour et le contre qui s'expriment à travers les personnages. Moi, j'invite les gens à le lire. C'est vrai que c'est un sujet qui dérange, c'est un sujet qui rebute, mais pour arriver à vivre en société, il faut justement aborder les sujets qui dérangent, les sujets qui rebutent, de façon à trouver des solutions qui rendent le vivre ensemble possible. À un moment, quand même, elle lui dit, tu es en train de te justifier tout ça, mais pourquoi vous cachez-vous alors? Si vous vous cachez, c'est parce que vous savez que c'est mal ce que vous faites. Écoutez sa réponse. C'est une façon de voir les choses. On ne se cache pas parce qu'en fait, on se dit que c'est mal pour nous-mêmes. On se cache parce que nous sommes pointés du doigt. Il lui répond. Donc, c'est bien parce que chacun défend sa thèse. Et très bien même. Hein? Oui, tout au long du récit, chacun ressent, c'est vraiment bien réussi parce que franchement, chacun défend sa thèse tout au long du récit. Et puis je vais vous dire une chose, on finit par le prendre en sympathie, hein. On le trouve attachant ce personnage, Charles. Comment? Oui. Franchement. Donc vous l'avez détesté au départ, vous le trouvez attachant? Pas vraiment détesté, mais bon, j'ai découvert parce que bon, ça m'a un petit peu
je me suis dit, mais c'est pas bien ce qu'il fait, c'est de l'hypocrisie. Si c'est qu'il est homosexuel, pourquoi épouser une femme et la faire souffrir avec les enfants? Au début, je me disais, mais qu'il fasse le choix, qu'il s'assume. Voilà, qu'il assume. Et puis, tout au long du roman, on finit par comprendre. Elle est là en fait. Elle pose des questions à notre place. C'est ce que j'apprécie aussi. Elle pose des questions à notre place. Voilà. Les questions qu'on a dans la tête, elle les lui pose. Et puis lui, il répond le tout naturellement possible. Et puis, à la fin, comme je dis, on finit par le prendre en sympathie. Il est attachant. Il est attachant. D'ailleurs, est né cette amitié finalement entre les deux. Hein? Oui, parce que c'était leur entretien, d'abord, c'est une espèce d'affrontement. Ces deux personnes qui ne sont absolument pas d'accord sur le sujet, donc qui s'affrontent. Il y a beaucoup de dégoût de la part de Viola. Mais sachant ce qu'elle-même a vécu aussi. Et sachant ce qu'elle-même a vécu. Donc il y a une projection immédiate qui se fait, mais c'est aussi ce qui va la mettre sur le chemin de la résilience. Et cette conversation qu'elle a avec Charles va faire en sorte qu'elle se rende compte que les 15 dernières années, elle n'avait pas tourné la page, elle était restée au même endroit, elle n'avait pas pardonné au père de son enfant ce qu'il lui avait fait, puisqu'elle a découvert qu'il avait un enfant. Voilà. Et donc, elle fait la projection qu'elle fait quand elle voit Charles. Quand elle voit Charles, elle règle ses comptes avec le père de son enfant à travers Charles. Ah oui, parce qu'elle y va avec les questions. Hein. Voilà. C'est ça, je me suis dit, c'est une sorte, pour elle, c'était une sorte de thérapie. C'était effectivement une sorte de thérapie. Et la vie a des virages complètement surprenants parce que avant qu'elle ne rencontre ce monsieur et qu'elle entende la conversation avec lui, elle a toujours pensé qu'elle avait tourné la page, que sa vie était faite. Il y a beaucoup de choses qui vont faire prendre conscience au moment seulement où elle parle avec Charles. Et elle a des questions qu'elle finira par lui poser à la fin dont je ne vais pas parler, qui la concernent elle-même en tant que femme, en tant qu'elle voulait être rassurée sur certaines choses, et ce qui est tout à fait normal. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que tous les angles, tout ce qu'on peut aborder sur la question, le soit à travers cet échange de deux personnes qui ont des vies complètement différentes. De la même façon, un parent peut se culpabiliser quand il apprend que son enfant est homosexuel. Ben, imaginez la femme. Vous avez un mari et vous découvrez avec qui il est homosexuel. Mais c'est deux voyages complètement différents. Parce que la réaction des parents, il y a l'amour la réaction des parents, c'est toujours de se culpabiliser, et en général de se culpabiliser. Pourquoi? Parce que les parents se sentent responsables de la vie, de l'éducation de leur enfant. Et pour beaucoup de parents, la sexualité est un choix. Donc, quand votre fils ou votre fille vient vous dire qu'il a une attirance pour l'homme, ils considèrent automatiquement que c'est un choix et qu'ils ont failli. Donc, alors que c'est une violence, mais c'est encore une violence peut-être même plus douloureuse que d'apprendre que l'homme ou la femme avec qui on a partagé sa vie, ce penchant-là, et que vous avez, parce que là ça remet en cause votre identité, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que le choix de cette personne s'est porté sur moi? Est-ce que, pourquoi? Ça remet plein de choses en cause. Oui, et parce que dans le cas, elle se sent trahie, elle se sent utilisée, elle s'est sentie utilisée. Vous ne sentez pas validée. Est-ce que la question que la personne va se poser, c'est la femme notamment, est-ce que il m'a vraiment aimé? Est-ce que je n'étais que cette couverture? Est-ce qu'il a eu des ressentiments? Ça, c'est le papa de mes enfants. Et c'est toute la question là que là se pose. C'est le père de mes enfants. Est-ce que je n'ai été que ça? Donc, 20 ans de sa vie comme ça, quoi, avec un homme. En tout cas, vraiment, c'est bien. C'est vraiment très, très instructif, très informatif. Ce livre sur la question de l'homosexualité en Afrique, toutes les questions sont étudiées. Toutes les questions sont abordées dans le livre. Les questions qu'on se pose tous sont abordées dans le livre. De façon très pertinente. De façon très pertinente, vous avez... Je me suis dit, mais il a fait une enquête ou quoi? Il allait interviewer les concernés, tout ça, parce que les réponses sont... Tous les romans que j'ai faits sont le fait d'enquêtes, de discussions. L'amant de Sangomar
veut parler. Je parle d'une femme, et là j'ai une amie qui m'a appelé et qui a lu la mort de son mari. Et la remarque qu'elle me fait, c'est comment tu peux décrire aussi bien les émotions d'une femme. Je ne comprends pas. Je me dis, je me suis reconnu dans le rapport au sexe. Donc, c'est pour vous dire. Je dis souvent, je dis que le travail, l'écrivain, c'est un acteur. C'est un acteur, mais la différence avec l'acteur, c'est qu'il endosse plusieurs rôles. Et on ne fait pas quelque chose de différent seulement on le fait sur papier. On va emprunter, on rentre dans le personnage. Les acteurs le font. C'est-à-dire quand on présente un acteur, il va se documenter sur le rôle, sur le personnage, sur le caractère. C'est exactement ce que moi je fais quand j'écris. Je vais à la recherche, je lis, je regarde des vidéos, des interviews qu'ont donné les gens sur le sujet que je suis en train de traiter, et je ramasse, je collecte des informations, et puis je les organise dans le roman de manière à les rendre pertinentes. Tout à fait. En tout cas, c'est réussi. C'est bien réussi. Et pour le papa pasteur, on se demande, mais enfin, il est pasteur, il a prié tout ce temps, il n'a pas prié pour son fils. Hein? Il attend se pointer là, comme ça, pour... bon, enfin, c'est vraiment... Ce que j'ai aimé aussi, c'est les noms. Tous ces noms, c'est de beaux noms. Eyitayo, Shola, Ayola, Morerit, Iritiola, Jalade, Oyotunde, Folasade, Abiola. C'est de beaux noms, hein? Olusegun, Olusegun. C'est tellement authentique, c'est magnifique. Vraiment, j'apprécie, j'adore, j'aime bien tous ces noms. Les personnages sont appartiennent tous à l'ethnie Yoruba, donc ce sont des noms Yoruba, et que de très bons noms, comme vous le dites. Et ce que j'aime beaucoup avec les Igbo également, c'est que les noms ont toujours une signification. Ce ne sont pas des noms donnés au hasard. Ces noms correspondent à un moment, à une journée, à une période. Il y a toujours une explication auprès des Nigérians. Iretiola Jalade, à la fin, elle donne un prénom à son fils. Quand elle, après avoir pardonné au papa de son fils, elle refait sa vie et elle donne ce prénom à son fils. C'est quel prénom encore? Ayotunde. Ayotunde. Ayotunde qui signifie la joie est de retour. C'est magnifique. Hein? Ayo, c'est la joie. Tunde, c'est revenir. Ayotunde. La joie est de retour. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, hein, voilà, mesdames et messieurs. Vraiment découvrez ce livre, découvrez. Il y a ce sujet, on traite effectivement de l'homosexualité en Afrique. On va dire en Afrique parce que là, il s'agit de personnes africaines, plus particulièrement au Nigeria. Voilà, Charles, d'un papa pasteur, tout ça, lisez-le. C'est très informatif. On apprend vraiment, surtout, comme je le répète, l'auteur ne prend aucune position. Il a mené une enquête, il prend 2 personnes interviewées et chacun défend sa thèse. C'est ce qui est très, très, très pertinent dans le livre. Voilà, Monsieur Afen, vous dites aux auditeurs, où est-ce qu'on se procure votre livre? Alors, le livre est disponible sur les sites Amazon, amazon.com, FR, et tous les autres. Je suis sur l'autopublication, donc pour le moment, ce sont des seuls canaux par lesquels vous pouvez vous retrouver. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y, vous voyez le livre, c'est vrai qu'il y a un petit volume là, il est volumineux, mais il est tellement passionnant qu'il se lit très vite. Très vite, en 2 jours vous l'avez fini. Dès qu'on commence, on ne veut pas le lâcher, on veut voir ce qu'il y a, on veut savoir où va l'histoire et tout, il y a des rebondissements, il y a des rebondissements, mais vraiment, oh là là, oh là là, oh là là. Vraiment, un grand merci à vous, Monsieur Afen. Vraiment, merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Parlons des livres. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. On se dit donc à très bientôt. À très bientôt. Merci. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous venons d'écouter avec une grande attention Monsieur Afen, qui nous édifie toujours aussi bien sur ses livres. Donc alors, on parle de ce personnage, Monsieur Charles, qui est un avocat, qui mène bien sa vie, il est fils de pasteur, et puis il s'avère qu'il est marié avec des enfants, mais mène une double vie. Pourquoi? Parce qu'il est homosexuel. Alors, découvrez ce dialogue entre ces 2 protagonistes, Monsieur Charles et la journaliste Jalade.
C'est très important, je ne vous en dirai pas plus. Il faut le lire et vous verrez à quel point Monsieur Haffen a été pertinent sur le sujet. Voilà, mesdames et messieurs. Vous aimez Parlons le livre, n'oubliez pas, soutenez-nous, abonnez-vous, partagez, mettez le pouce, commentez. Voilà, on s'est dit à très bientôt.